Je ne suis pas un faux cul. Je sais qu'il faut répondre aux questions des Françaises et des Français, je suis là pour ça. La justice, d'abord, est souveraine. Il faut prendre ce premier point. Les journalistes posent des questions. J'ai répondu à toutes celles qu'ils m'ont posées, du Canard enchaîné ou du Monde. Moi, je n'ai pas un tempérament de victime, je ne suis pas dans la dénégation, je ne me défile pas. Et surtout, je porte une certaine idée du renouvellement, une certaine idée du retour à la confiance envers les décideurs politiques. Et donc moi, je viens répondre parce que nous n'avons rien trahi. Et que ce qui se passe là, c'est qu'on met en cause des choses qui datent de 2009, 10, 11, qui font qu'aujourd'hui on est dans une autre temporalité, je suis dans une autre fonction, et l'on essaye en quelque sorte de mettre en contradiction des faits et une époque, avec aujourd'hui d'autres fonctions, et d'une certaine manière une autre époque. Je ne suis pas un faux cul, la réplique il y a quelques minutes à peine de Richard Ferrand. Le passé c'est le passé, semble dire le ministre de la Cohésion des Territoires, espérant éteindre l'incendie. Il n'a jamais songé à démissionner, dit-il. Bonjour et bienvenue dans la médiasphère qui rime encore ce mercredi avec affaires, comme souvent dans cette folle année électorale. Je salue mes invités, Anne-Claire Ruel, bonjour. Fondatrice du board, enseignante en communication politique, Alberto Toscano, journaliste, écrivain italien, buongiorno Alberto, cofondateur de l'agence de communication Coriolink, Jackie Isabello, bonjour Jackie, et Claude Posternac, fondateur de l'Important, qui est avec nous également. Bonjour à vous. On entre dans le vif si vous voulez bien, direction l'Élysée pour commencer, conseil de défense, suivi du conseil des ministres comme tous les mercredis. Bonjour Julien Arnaud, vous êtes sur place pour LCI. Julien, peut-on dire que le cas Ferrand est une forme d'obsession pour Emmanuel Macron en ce moment ? Eh bien écoutez, en tout cas on en parle beaucoup. D'ailleurs pas plus tard que lundi soir, juste après la visite du président russe Vladimir Poutine en France, et un dîner s'est tenu ici à l'Élysée. Alors ce dîner n'avait bien sûr pas l'objet Richard Ferrand, mais le ministre, lui, de la Cohésion des Territoires était bel et bien présent et a pu s'entretenir, échanger avec le président de la République. Et c'est là en fait qu'a été élaborée en quelque sorte la stratégie. On a vu ensuite hier soir le Premier ministre monter au créneau, opération déminage menée par Édouard Philippe. En fait, il faut tenir jusqu'aux élections législatives. Ce sont les électeurs qui trancheront, espérant qu'il n'y ait pas un nouvel épisode dans ce feuilleton Richard Ferrand. Alors Emmanuel Macron, lui, veut plutôt parler de ces sujets. C'est pour cela qu'il va prendre un petit peu le large, on va dire, aujourd'hui. Visite des chantiers à Saint-Nazaire et puis rencontre avec les pêcheurs dans le Morbihan. Mais à noter que si au sein du gouvernement, les ministres, certes, en parlent entre eux, on l'imagine bien, mais pas de déclaration officielle. D'ailleurs, on n'a toujours pas entendu François Bayrou, le ministre de la Justice, sur ce sujet. Ce que je peux vous dire, c'est du côté des militants d'En Marche, puisque Richard Ferrand, lui, était le secrétaire général du mouvement. Eh bien là, oui, le cas Richard Ferrand, les affaires autour de Richard Ferrand font beaucoup parler. Julien Arnaud en direct de l'Élysée pour LCI, Anne-Claire Ruel. Est-ce que vous jugez que la stratégie de riposte de Richard Ferrand est la bonne ? Alors la stratégie de riposte, j'ai l'impression que c'est « je est un autre aujourd'hui ». C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a eu un passé et il y a aujourd'hui un autre état de fait. Il joue à fond sur la carte du droit, évidemment. L'idée, c'est que la société est en avance cette fois-ci sur le droit et qu'il faut mettre en conformité le droit aujourd'hui pour la suite à venir. C'est quand même difficilement tenable et ça va laisser des traces dans la campagne qui se joue actuellement. La carte du timing est aussi importante. On voit qu'il reste une dizaine de jours et que c'est cette carte du timing qui a été un peu avancée aujourd'hui pour essayer de contrer un peu cet effet. Jackie Isabello. La vie d'un homme politique n'est pas celle d'un homme normal. On l'a appris ces 5 dernières années. Et un homme politique, comme un militaire, ça fait la guerre sur certains terrains. On ne fait pas la guerre dans la plaine de la même manière qu'on fait la guerre dans la jungle. Et là, Richard Ferrand, il n'a pas compris qu'il a techniquement raison, mais qu'il a politiquement tort. Pourquoi ? Si on avait demandé à Emmanuel Macron, voudriez-vous que vos 15 premiers jours d'exercice soient centrés sur une affaire ? Il aurait répondu non. Deuxièmement, si nous avions eu toutes les informations concernant Richard Ferrand, la commission l'aurait-elle désigné au gouvernement ? Ils auraient dit non, parce que la probité était une valeur cardinale portée pendant la campagne. Donc, avec ces deux arguments, on voit très bien que, pour l'instant, le gouvernement avance à l'aveugle. Sinon, il n'aurait pas fait comme ça. Donc, la seule question qu'on doit leur poser aujourd'hui, c'est est-ce la bonne stratégie ? Parce que si, après-demain et le surlendemain, on dévoile encore des affaires, vous risquez, à terme, de voir les courbes aujourd'hui
qui vous accorde une large majorité à l'Assemblée nationale se réduire d'1 ou 2 points. Et on sait très bien que 1 ou 2 points de moins dans les sondages, c'est potentiellement entre 20 et 50 députés de moins à l'Assemblée nationale. Donc rien que ça, sa stratégie n'est pas la bonne. Alors, Vous dites, le gouvernement avance à l'aveugle, ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas la stratégie, qu'ils subissent là ? Adrien, est-ce que si jamais ils avaient eu ces informations, ils l'auraient désigné ? Évidemment non. Donc ça veut dire qu'ils ne les ont pas eues. Donc ils ne les ont peut-être pas toutes. Et là, tout de suite, ça fait résonner un point, c'est de se dire, si on ne les a pas toutes, qu'est-ce qu'il y a après ? Et si en termes de stratégie, on n'est pas capable de se dire, quel est le coup d'après ? C'est de l'amateurisme. Et ça, c'est dommage. C'est le principe même de la communication de crise, c'est-à-dire qu'une crise... Anticipée. Ça survient, on ne sait pas quels sont les éléments qui vont s'enchaîner. On sait que c'est un début, on ne connaît pas la fin. Il y a 2 questions auxquelles on ne peut jamais répondre. C'est 1, qui est coupable ? Parce que le temps judiciaire, évidemment, est un peu différent du temps médiatique. Il n'y a pas de procédure judiciaire en cours, là, il n'y a pas de rappelons-le. procédure judiciaire en cours. C'est ça aussi on est dans une forme de démocratie aussi de soupçon. Et puis surtout aussi, combien de temps ça va durer ? Et c'est ça qui est important, parce que quand bien même il resterait après au gouvernement, cette histoire va quand même entacher un peu le début du quinquennat. Je crois que la question qui a été posée est très intéressante. Est-ce que le gouvernement aurait agi de la même façon si ils avaient eu toutes les données de cette question ? Non, sans doute. Et cette considération est en contradiction évidente avec ce qui a été dit ce matin par Richard Ferrand, qui, dans l'interview que vous avez partiellement cité, a utilisé 3 mots. Mon comportement était légal. Tant que la magistrature n'a rien dit, effectivement, c'était légal. Il n'y a pas de preuve dans le sens contraire. Public et transparent. Et là, sincèrement, non. Parce que si ça avait été public et transparent, alors le gouvernement aurait eu les données dont vous parlez. Donc, ce n'était pas public, ce n'était pas transparent. C'est devenu public grâce à l'action de la presse, qui cette fois a fait son devoir. Le Canard enchaîné, Le Monde ont bien agi. Heureusement qu'en France, il y a une presse qui parfois fait son devoir jusqu'au bout. Malheureusement, pas seulement parfois, mais parfois elle le fait bien. Et donc, grâce à la presse, ce comportement pour lequel on peut avoir des soupçons légitimes de non-transparence est devenu public. Claude Passat. Oui, moi je pense qu'il y a un vrai sujet de contexte. Je pense que les Français, depuis un bon moment, et je renvoie aux études Cevipof faites par Sciences Po chaque année, ont un problème avec les élus. Je vous rappelle que dans la dernière étude Cevipof, lorsqu'on demande aux Français en quelle catégorie socio-professionnelle vous avez confiance, arrive en 1, alors ce qui est tout à fait nouveau par rapport à il y a 10 ans, les patrons de TPE et PME, et tout en bas, indice de confiance 9%, les femmes et les hommes politiques. Premier point. Deuxième point, lorsqu'on interroge les Français aussi sur les hommes politiques de façon beaucoup plus précise, ils considèrent qu'à 75%, ils sont corrompus. Vous imaginez, vous partez quand même de loin, c'est-à-dire un rejet total. Et ce rejet total vient d'habitudes, de pratiques qui étaient insupportables et qui sont insupportables à juste titre pour les Français, en se disant il y a 2 poids, 2 mesures. Moi, dans ma vie à moi, je n'ai pas les latitudes que les politiques ont pu avoir à un moment donné. Alors on peut expliquer tout ce qui s'est passé auprès des politiques, il y avait sûrement des raisons objectives, mais il y a un parti pris qui a été pris, un laisser-aller qui a été installé, et qui fait que les Français aujourd'hui sont extrêmement sensibles à ça. Maintenant, si on compare et si on rentre en résonance avec ce qui concerne M. Ferrand aujourd'hui, et je ne parle pas d'affaire Ferrand, pourquoi ? Parce qu'il y a une affaire lorsqu'il y a une procédure judiciaire. Vous parlez de débat Ferrand, vous aussi, comme le gouvernement ? Je parle de M. Ferrand. Il y a un sujet Ferrand aujourd'hui. D'exemple Ferrand. Il y a un sujet sur M. Ferrand. Après, la grosse difficulté, et c'est de notre responsabilité à nous, commentateurs, c'est de trouver les équilibres, parce que nous ne sommes pas l'opinion. Nous sommes des commentateurs, trouver des équilibres entre ce qui est d'un côté la justice et de l'autre côté la morale. C'est-à-dire que moi, la justice, je connais, la loi, elle a un périmètre, et ce périmètre, il est défini. La morale, c'est subjectif. Le problème, c'est le préalable que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est que les Français sont dans un stade d'exaspération par rapport à 30 ans de dégénérescence de la vie politique en France, au sens large. Je vous rappelle qu'il y a quand même M. Balkany, qui est encore aujourd'hui député de la République. On peut en citer d'autres. Il y avait une députée du Parti Socialiste qui continue à aller à l'Assemblée nationale alors qu'elle avait un bracelet électronique alors qu'elle était condamnée. C'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui les Français ne supportent plus
ce qui se passe, et M. Ferrand se retrouve dans une situation qui le dépasse, parce qu'en vérité, l'affrontement entre le passé et le réel d'aujourd'hui, c'est une accumulation du passé par rapport à un réel, et ce réel, aujourd'hui, les Français veulent passer à autre chose. Vous avez employé un mot, Claude Posternac, le mot exaspération. Il a été utilisé hier également par le Premier ministre lors d'un 20h. Est-ce qu'il peut rester au gouvernement, Richard Ferrand ? Oui. Et je dis oui après avoir parfaitement compris et avoir parfaitement conscience de l'exaspération des Français. Si vous l'aviez su, pardonnez-moi, il ne serait pas rentré dans votre équipe ? Si. Pour une raison simple, c'est que ça n'était pas illégal. Nous sommes dans la médiasphère de l'usage des mots, s'il vous plaît. Oui. Souligner qu'il peut rester en associant tout de suite derrière le mot exaspération. C'est un mode de défense particulier ? Non, mais juste quand même, je fais une remarque par rapport à vos 2 commentaires. Lui, quand on pose la question au Premier ministre, est-ce que la CNI, c'est-à-dire le Conseil national des investitures d'En Marche, est-ce qu'il aurait pris il dit oui. Nous aurions pris M. Ferrand. Et pourquoi nous aurions pris M. Ferrand ? Parce que, justement, il n'y avait pas d'acte judiciaire. Mais qu'est-ce qu'il pouvait répondre? Il ne pouvait pas répondre. Je vous dis la différence entre les propos que tient le Premier ministre et vos propos. Oui, mais alors, donc je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que si véritablement sa réponse était honnête, il aurait dit « mais nous l'avons pris ». Sous-entendu, nous le savions. Pour dire et nous on maîtrise les choses et vous ne nous imposez rien. On est conscient de notre probité et on sait très bien jusqu'où on peut aller. Et donc, il ne le savait pas. Et il emploie le conditionnel. Est-ce que tu crois que sur les 577 candidats, il faut savoir les assemblées générales qui ont décidé dans un cadre professionnel là, on parle d'un ministre. Mais c'est exactement tout l'intérêt de la politique, c'est ça aujourd'hui. Il faut qu'est-ce qui se passe? Oui, mais en plus les assemblées générales lui donnent quitus. Les assemblées générales c'est pas ce qui se passe de la mutuelle qu'il a redressée pendant près de 15 ans. Tu l'as dit toi-même. 80% des Français ne font plus confiance aux hommes politiques. Il faut que les hommes politiques comprennent que c'est comme papa dans une famille. Il fume pas à la maison, il dit pas des gros mots, il trompe pas maman, il est exemplaire, il s'occupe des enfants, il prend sa part de la charge familiale. Tout le monde le fait pas, mais ce qu'on attend des hommes politiques, c'est laissez-moi, je peux juste terminer, c'est au sens latin du terme, c'est qu'ils nous augmentent, c'est-à-dire cette autorité naturelle dont on a besoin par leur intermédiaire pour grandir en tant que peuple. Quand je me mets au jogging, qu'est-ce que je fais? Je regarde les athlètes qui sont aux Jeux Olympiques et c'est ça qui me fait frémir et qui dit je vais être meilleur, je ne serai jamais champion olympique, mais ils me permettent de rêver un peu. C'est ça qu'on leur demande et c'est en nous renvoyant à notre bassesse quotidienne parce que nous aussi, parfois, on fait certaines choses comme ça, ils ne nous aident pas à grandir et c'est ce qu'on leur reproche. Tant qu'ils n'auront pas compris ça, qu'ils sont papa et maman de la famille France, on n'y arrivera pas. Donc ces comportements Jackie, je comprends très bien ce que tu définis. Je te redis, le sujet, et notre sujet, notre commentateur, c'est trouver l'espace entre un périmètre qui est défini, qui s'appelle la loi, et de l'autre côté, un périmètre qui est en train de s'écrire et qui s'appelle la morale, l'éthique, tout ce que tu veux. Et comment tu fais pour définir ça? Surtout que... on est dans un système où, justement, En Marche a décidé d'ouvrir la porte à la société civile, c'est-à-dire à des gens qui ont une vie professionnelle avant. Je fais juste une remarque, puisqu'on en parlait ensemble tout à l'heure. Moi, j'ai été frappé, par exemple, de voir des articles dans la presse citant une jeune femme qui vient d'être nommée à l'agriculture à l'Élysée, en disant, regardez, une lobbyiste du vin rentre... proche du milieu viticole. Rentre à l'Élysée. Écoutez, moi, je suis un ancien producteur d'Armagnac. J'étais vice-président du syndicat des producteurs d'Armagnac. J'ai été élu au Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac. Oui. Je ne me considère pas comme un criminel à partir du moment où je fais de l'alcool dans ce pays. 1. 2, cette personne, elle a une particularité. Elle ne faisait pas de politique il y a 1 an. C'est une extrême professionnelle. Et c'est la première fois, je vous le dis, parce que c'est extrêmement important, c'est la première fois que rentre dans un cabinet à l'Élysée, une personne qui n'est pas énarque. C'est une vraie révolution. Ouais. Et le vrai sujet pour l'Armagnac fait des et le vrai sujet, on peut revenir à cette chose. Oui, non, mais j'explique un petit peu quel est le regard qui est fait aujourd'hui et de montrer du doigt des gens qui viennent de la société civile, qui ont une expérience, et tant mieux qu'ils aient une expérience,
par rapport à justement un système qui faisait que vous veniez de la bourgeoisie d'État et que dans cette bourgeoisie d'État, vous vous reproduisiez les uns après les autres. Il y a une chose très claire par rapport à ce que vous venez de dire. Un groupe de pouvoir, de République en marche, est aujourd'hui aux affaires après avoir gagné une élection présidentielle grâce à une campagne moralisatrice à laquelle les Français ont cru. Le problème n'est pas seulement de dire est-ce que la magistrature est en train d'enquêter. Le problème est de constater cette donnée politique. Ils ont gagné grâce à cette campagne moralisatrice ou présumée-t-elle. À ce point-là, eux-mêmes donnent un exemple différent de la parole qu'ils ont portée pendant la campagne électorale et grâce à laquelle, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. La contradiction est là. Il y a un problème, je crois qu'il y a un problème structurel et conjoncturel. Le problème structurel, c'est effectivement la question de la loi et de la morale ou l'éthique, parce que je crois que ça va changer de nom, cette histoire de loi. Et donc, souvent, en fait, parfois, le droit était en avance sur la société. Là, on voit aujourd'hui que c'est inversement. C'est-à-dire que la société réclame une loi qui n'est pas encore actée. Donc, c'est le premier problème structurel. Le deuxième problème, il est conjoncturel. Si on regarde la politique dans les années 70, les valises dont on parlait, les petits échanges entre amis, c'était légion. Et pourtant, les politiques avaient un niveau de légitimité, en tout cas de satisfaction de la part des administrés, qui était plus fort qu'aujourd'hui, puisque les politiques sont aujourd'hui complètement décriées. Pourquoi ? Parce que c'est théorisé aussi par tous les universitaires aujourd'hui. Il y a une forme de tribunal de l'opinion. Il n'existait pas tous les sondages en cours qui définissent aujourd'hui même les petits candidats des grands candidats. On le voit très bien. Donc c'est une donne qui est complètement inversée. On est dans une forme de clair-obscur, effectivement, avec un monde qui s'éteint et un monde qui naît et qui tarde en ce moment à naître. Et c'est là, on se trouve clairement au cœur de la centrale à ce niveau-là. Il y a un problème d'exemplarité, je rejoins tout à fait mes camarades. J'ai besoin de votre éclairage maintenant sur la stratégie de riposte de Richard Ferrand. On continue à la développer. Elle est en plusieurs phases. Il y a plusieurs étages à la fusée. Cette semaine, Richard Ferrand, il a été plutôt discret. On l'a vu donc ce matin à la radio sur France Inter. On l'a vu à Deauville lundi. Il sera donc dans quelques instants au Conseil des ministres. Et puis hier, les portes étaient ouvertes. Ça tombe bien. On était devant le ministère de la Cohésion des Territoires et il était là, Richard Ferrand, tout sourire, accueillant des élus locaux, des contractions affichées. Et au même moment, les rédactions recevaient son communiqué, répliquant point par point à l'article du Monde qui soulevait un mélange des genres. Nous sommes en milieu d'après-midi. Est-ce que c'est finalement une bonne idée de répliquer point par point, précisément, il l'a encore fait sur France Inter tout à l'heure, aux accusations de mélange des genres. On a reproché peut-être parfois à François Fillon, même si les affaires n'ont rien à voir, de ne pas être assez précis. Est-ce que là, c'est un message qui peut être entendu par l'opinion ? On parle de tribunal de l'opinion, Claude Postanac. En tous les cas, vous ne pouvez pas avoir une sémantique qui parle de transparence et de ne pas l'appliquer. Si vous êtes dans une sémantique de transparence, vous êtes dans l'obligation de rendre transparent même des accusations qui peuvent être portées contre vous et vous devez apporter des réponses. J'ai lu le papier du Monde, j'ai lu la réponse de M. Ferrand. Il y a des réponses qui fonctionnent et qui correspondent à l'article. Il est dans son rôle. Après, et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, le problème est véritablement là, c'est-à-dire qu'on a un monde qui s'effondre et il y a un nouveau monde qui est en train de monter. Et d'ailleurs, ce nouveau monde qui monte plus vite en vérité qu'on ne le pense et d'autant plus fort qu'il y a un arriéré par rapport aux Français. Les partis politiques avaient une mission pendant des années, c'était des avant-gardes, c'est-à-dire de penser avant la société, etc. Les Français se sont rendus compte qu'ils ne jouaient plus ce rôle. Et qu'en vérité, les partis politiques étaient devenus des conglomérats qui défendaient des carrières et qui ne défendaient plus l'intérêt du pays. Alors ça, on peut l'expliquer par l'alliance entre ce que j'appelle la bourgeoisie d'État d'un côté et la dégénérescence de la classe ouvrière à travers une bureaucratie syndicale. Il n'empêche que le paradoxe de notre société, c'est que l'avant-garde aujourd'hui est justement dans l'opinion. L'opinion est beaucoup plus en avance par rapport aux personnalités politiques. Nous sommes dans un système de frottement. Il n'en reste pas moins que ce ballon d'oxygène qui était promis, il va être tenu. C'est-à-dire que lorsque le président de la République... On verra. Non, il y a déjà des faits. Quand le président de la République a dit on va donner 50% des circonscriptions à des gens qui viennent de la société civile et qui n'ont jamais été élus, on n'a jamais eu un ballon d'oxygène pareil dans la société française. Il suffit de voir le sujet du cumul des mandats, non pas
à l'horizontale, mais à la verticale dans le temps, du système politique. La première loi de moralisation politique va venir sur un sujet central qui va être, on ne pourra plus adosser le mot carrière et le mot politique, puisqu'on va limiter les mandats dans le temps. Et on va revenir à un schéma qui doit être beaucoup plus logique, c'est-à-dire, je suis dans la vraie vie, je vais servir mon pays en faisant de la politique ou en m'organisant de façon syndicale, et je retourne dans la vraie vie. Parce que ce qui va toucher, juste une parenthèse, qui va toucher le monde politique, va toucher aussi le monde syndical. C'est-à-dire, est-ce que les Français vont pouvoir... Est-ce que les Français vont pouvoir considérer que les patrons des syndicats soient permanents depuis 1986 ? Je pense que non. Non, seulement pour dire que ces partis politiques qui étaient des avant-gardes étaient à une époque où dans les cabinets ministériels... Non, je ne parle pas de Gramsci. Je parle de la France des années 70, 80 et 90, où dans les cabinets ministériels, on distribuait les enveloppes avec du liquide à l'intérieur. Et ce n'était pas le liquide à boire comme votre Armagnac, mais c'était une autre forme de liquide. Et cette période dont, franchement, je n'ai aucune nostalgie, où les partis politiques étaient des présumés avant-garde, c'était des périodes où les ministres utilisaient les cartes de crédit d'origine un peu bizarre pour payer des chaussures ou toute autre chose. Donc, il y a un passé, une tradition, pendant laquelle l'opinion publique a fermé ses yeux sur des pratiques réellement et profondément immorales dans la vie politique. Aujourd'hui, qui est une période de crise, dans l'opinion publique, il y a un besoin de transparence. Et c'est pour ça. J'aimerais qu'on revienne au 31 mai 2017. Sur la stratégie, la semaine dernière, sur ce même plateau, on s'est posé la question et on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Analyse de la situation, on fait une équation et on se dit la thématique de la campagne, conjuguée à la révélation de cette affaire, qu'est-ce que ça donne à la fin ? Et la semaine dernière, sur ce plateau même, on a dit il faut que Richard Ferrand prenne la main pour deux raisons. Un, qu'il soit exemplaire lui-même, en disant j'ai bien compris ce sur quoi on avait fait campagne, très bien, je me mets en recul de la République et vous allez tout analyser, mais dès que c'est terminé, vous me ferez des excuses. En tout cas, mon retour sera une forme d'excuse de la société parce qu'on aura tout blanchi. Deuxièmement, pourquoi il fallait le faire ? Parce que petit à petit, par capillarité, un peu comme quand on fait pipi dans son bain, eh bien, on est en train de contaminer la baignoire. Et qui est-ce qu'il ne faut pas contaminer en ce moment ? C'est le président de la République. Parce qu'il est en train, même s'il n'est pas le chef de la majorité, il est en train de conduire une bataille législative qui doit lui permettre de dérouler son projet. Donc, vous êtes en train de me dire qu'il peut répondre point par point, ça ne sert à rien. Il faut qu'il réponde. Il a raison, mais est-ce que c'est suffisant ? Non, on est en train de commenter. Les gens sont en train d'être de plus en plus informés. Cette dimension morale qui s'est déplacée, elle impose d'autres agissements. Alors avant, on avait le général de Gaulle. Le général de Gaulle, je termine, Claude, pour revenir par rapport à ce que tu disais. Il a sauvé la France et on n'allait pas s'occuper de la basse intendance, comme il le disait. Les enveloppes, les petits billets, non, on n'en est pas là. Il y a eu des morts, j'ai sauvé la France, on reconstruit. Lorsqu'on recevait les petits-enfants, payer les pains au chocolat à l'Élysée. Non, ce que je veux dire, j'ai une petite en juillet 58, le général de Gaulle a fait installer un compteur électrique à l'Élysée et il a acheté sa vaisselle sur ses deniers personnels, Claude. C'est juste se dire, voilà, la stratégie, il aurait dû partir et revenir une fois que c'est terminé pour ne pas contaminer la baignoire. Ce serait mon conseil de communicant. La référence au général de Gaulle, justement, le président de la République, lui, rentre de plein pied dans la Ve République. Certains voulaient une Sixième République. Lui, il dit la Ve République est une République formidable, autant à condition qu'on la respecte. Et d'abord, la respecter, c'est quoi ? C'est dire que d'un côté, il y a un président qui préside et il y a un Premier ministre qui dirige la politique du gouvernement. Pourquoi je te dis non par rapport à ce que tu as dit ? Il ne mène pas la bataille des législatives. Celui qui mène la bataille des législatives, c'est le Premier ministre. Et ça change la donne. C'est-à-dire qu'il y a une volonté... Il y a une réalité. Claude, tu sais très bien que c'est pas ce que les gens croient, c'est plus ce qui se passe, c'est terminé. Mais justement, c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on a vu. Dans la Constitution, le Parlement contrôle le gouvernement, il ne fait plus ça. C'est ce qu'on a vu dans la séquence des 3 derniers jours, c'est-à-dire qu'on a retrouvé un président de la République où il doit être, on l'a vu face à Poutine, on l'a vu face à Trump, et c'est pour ça que ça rentre en résonance avec les Français. Mais on n'a pas dit qu'il devait parler sur ça, Claude, tu connais très bien la différence. Et que cette séparation auquel tient absolument le président de la République, il va s'y tenir et ça va changer la donne. Mais la Constitution l'impose, donc le sujet n'est pas là en termes de communication. La Constitution l'impose, mais le quinquennat l'avait changé.
Mais j'aimerais qu'on revienne sur la communication. La Ve République, la Constitution de la Ve n'a pas du tout changé les règles entre le président et... Ah non, je suis désolé. Attendez, on fera ce débat une prochaine fois, si vous voulez bien. J'aimerais qu'on reprenne l'argumentaire et l'évolution de l'argumentaire de l'exécutif, justement, parce qu'il a un peu évolué. Hier soir, à la télévision, Édouard Philippe ne convoque pas la justice des électeurs, si je puis me permettre, contrairement à ce qu'il avait fait il y a encore quelques jours. Moi, je dis que Richard Ferrand a ma confiance, qu'il n'y a aucune procédure juridictionnelle en cours. Il n'y a donc pas une affaire, il y a un débat. Ce débat, il est politique et il sera tranché par ceux qui sont les plus à même et les mieux à même de trancher les débats politiques, qui sont les électeurs et les citoyens français. Et ce sera le juge de paix, celui que personne ne peut dépasser dans une démocratie. L'enjeu de cette campagne... Vous allez vite en besogne. J'aimerais vous faire écouter la réponse hier sur LCI du monsieur élection du parti de La République En Marche, Jean-Paul Delevoye. Cet argument, il ne lui plaisait pas du tout. Voici ce qu'il disait. Et pour cause. Je suis très réservé et opposé au tribunal des électeurs. J'ai entendu un certain nombre d'expressions politiques dire « Ah ben laissons les électeurs trancher ». La réponse pour moi est non. Les faits répréhensibles appartiennent à la sanction du juge. Et laisser les électeurs, ça veut dire qu'en fin de compte, on gère ça par des émotions, sympathiques ou pas sympathiques. Ça n'est pas du tout le cas. Il y a une loi, elle doit être respectée, elle doit être appliquée. Bon, c'était une mauvaise idée, donc, Anne-Claire Ruel, du coup, il a fait marche arrière, Édouard Philippe. Alors, à ce moment-là, Notre-Dame-des-Landes, que va-t-on faire ? Ça a été finalement acté. C'est vraiment une très mauvaise ligne de conduite en matière de défense. On voit bien que c'est du containment, on voit bien que le gouvernement tâtonne dans cette communication de crise, on voit bien que ça commence à être feuilletonné et ça devient très dangereux. Donc, oui, c'est un danger. Jacques Isabello. Ils sont en train de contaminer la baignoire et chaque jour démontre bien que ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est de se dire, on va faire une réunion de stratégie et on va dire, la stratégie des législatives, c'est de prendre une affaire et de demander au peuple de trancher cette affaire. C'est une stratégie comme ça. Il y a quelqu'un qui vient vous présenter ça dans votre bureau et il vous dit, j'aimerais bien travailler chez vous. Vous lui dites, écoute, je vais te donner les coordonnées de mon concurrent, tu vas aller travailler chez lui parce que c'est une très mauvaise idée. Donc on le voit bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On continue de contaminer le président, puisque le Premier ministre, qui n'est pas le moins important dans la République, et puis celui qui a désigné l'ensemble des candidats aux législatives, ces deux personnages extrêmement importants ne disent pas la même chose. Donc la cohérence du message, qui est un point essentiel pour nous, n'est pas la même. Donc c'est pas ce qu'il faut faire, on voit bien qu'ils le font mal, et donc qu'est-ce qu'ils font ? Petit à petit, ils font monter le niveau de l'eau, et ils vont imposer une décision, ou en tout cas une consigne du président de la République, ce qu'il n'aurait jamais fallu faire à 3 jours de la désignation d'un président après une si belle histoire. Donc c'est une vraie connerie, il faut qu'ils arrêtent maintenant. En effet, ce sera le président de la République qui va trancher, qui va prendre la décision sur cette affaire, qui, si ça continue comme ça devient vraiment gênante pour lui. Donc, c'est la démonstration, je crois, du fait que le président de la République est le chef des troupes de la majorité. Et aujourd'hui, bien que le Premier ministre soit en première ligne, bien sûr, la responsabilité est dans les mains du président de la République et les contre-coups et les conséquences et les dégâts collatéraux de cette histoire, de cette présumée affaire Ferrand, seront payés cash par le président de la République lui-même. Le président Delevoye, je dis président Delevoye en référence... c'est plein de présidents. En référence au fait qu'il a été le président à l'époque de l'UMP, il était président du Conseil économique et social. Et de maire de France. Et de l'association. Et maire de France et du Conseil national des investitures. On ne va pas faire le CV de Jean-Paul Delevoye. Il aime beaucoup l'Armagnac. Il est dans une logique qui est tout à fait normale. Le problème, c'est justement l'espace où on est qu'un espace entre deux mondes, c'est-à-dire entre la vieille politique et la nouvelle politique. Et cet espace, c'est comme des plaques tectoniques, ça frotte et ça frotte sacrément. Parce que le bout de la logique de tout ça, c'est s'il y a une procédure judiciaire, il n'y a plus de sujet, il y a une procédure judiciaire et on se confie à la justice. À partir du moment où le parquet national financier dit on n'a rien à ouvrir. Le président du tribunal de grande instance de Brest dit on n'a rien à ouvrir et que vous n'avez pas d'espace judiciaire. Ce qui vous reste, c'est un espace d'opinion. Dans l'opinion, la logique de l'opinion jusqu'au bout,
on la retrouve dans ce que disait le Premier ministre, c'est les élections. Mais on voit que ça ne fonctionne pas. Mais c'est ça qui s'affronte, c'est-à-dire ces deux mondes qui font que, lorsque vous dites c'est l'opinion qui décide de dire où est la barre de l'éthique et de la morale, ben, à la fin, c'est l'électeur et donc les Français. Et puis cette expression de tribunal populaire, nous, dans nos métiers, quand on forme des gens à des sujets compliqués, qu'on fait du média training, on fait ce qu'on appelle l'effet de Tchernobyl. On dit à un chef de centrale, on lui dit « Ouh, la petite fumée blanche là-bas, ce serait pas un peu Tchernobyl ?» Et s'il lui dit « Ah non, pas du tout, c'est pas Tchernobyl », on lui dit « Stop, faut surtout jamais dire Tchernobyl, on fait autrement ». Là, il nous parle de tribunal populaire. Donc, il positionne sur le fait que le tribunal populaire aura raison. C'est qui le tribunal populaire aujourd'hui, Adrien, en France ? Les électeurs ? Eh oui, mais c'est qui par leur intermédiaire ? Mais c'est vous. C'est le séquençage, c'est le calendrier, la gestion des sujets, la gestion du timing. Donc il est en train de vous dire, les gars, continuez. Tant qu'on a du contenu, le tribunal populaire que vous représentez, parce qu'on regarde tous la télé, eh bien, il nous donne du grain à moudre. Et c'est une erreur dramatique. Ça fait 2 semaines qu'il est Premier ministre. On doit faire preuve d'une intelligence politique redoutable pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer. Et il vous parle déjà de tribunal populaire avec tout ce que ça glane comme référence historique en plus. Vous n'allez pas me démentir, en communication, on parle de séquence. La séquence, elle est un peu compliquée, puisque vient s'ajouter en plus un petit délai technique, nous dit-on, pour la fameuse loi sur la moralisation de la vie politique. Il se trouve que nous allons insérer dans ce projet de loi des dispositions assez innovantes, et que c'est donc compliqué à écrire, et que donc, comme on veut que le texte soit parfaitement conforme, il sera présenté le 14 juin. Le 14 juin, entre les 2 tours des législatives, on nous promettait ce texte avant le premier tour des législatives. Ça change quelque chose, Alberto Toscano ? Ça vient s'ajouter au problème ou pas du tout ? Non, je ne pense pas. Sincèrement, ça n'a rien à voir. Vous êtes sûr que ça n'a rien à voir ? Mais non, mais il y a un délai technique à faire une loi si compliquée. Et sincèrement, c'est un projet très ambitieux. Et d'ailleurs, je m'étonne que ce soit prêt pour le 14 juin. Évidemment, ils doivent le faire pour le 14 juin. C'est eux qui nous ont donné un timing. Ils ont fait un timing. Ils ont donné ce timing parce qu'il y a une échéance électorale. Tout s'enchaîne et tout s'explique. Mais ils se sont rendus compte d'une chose qu'ils auraient dû comprendre avant, c'est-à-dire la complexité du projet. Pour l'éclairer, juste un sujet. Il est dans les tuyaux. Une très très bonne chose, à mon avis, c'est la suppression de la réserve parlementaire. Je rappelle ce qu'est la réserve parlementaire. On donne chaque année 80 millions d'euros à l'Assemblée nationale et 54 millions d'euros au Sénat pour que les sénateurs... Pour chaque parlementaire. Pour que les partis se répartissent. Et juste entre parenthèses, le président de l'Assemblée nationale gère à lui tout seul en donation 11 millions d'euros, ce qui est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc ça veut dire que c'est un outil antidémocratique, puisque c'est un outil clairement de clientélisme. Si vous êtes député dans une circonscription, vous allez arroser toutes les associations, et si vous êtes un candidat en face, vous n'avez pas cette main. Bon, donc pour toucher à cette réserve parlementaire, ça appartient à la circulaire interne de l'Assemblée nationale. Donc pour la faire rentrer dans la loi, c'est un process extrêmement compliqué. Il faut du temps. Mais je reviens sur le sujet. Le sujet, plus globalement, regardons aux États-Unis. Pour éviter les problèmes comme on peut avoir avec M. Ferrand actuellement, aux États-Unis, lorsqu'un ministre est nommé, ça met 3 mois. C'est-à-dire qu'il passe tout à la moulinette. Oui, parce qu'il y a une transition entre le voilà. C'est indispensable. Donc, il faut qu'on sorte un peu de ce côté de l'instantanéité, de l'immédiateté. Si on doit reporter de 15 jours, même d'un mois, un texte qui doit changer véritablement, il faut le faire. C'est justement le paradoxe. Emmanuel Macron était censé être le maître des horloges. Là, on voit qu'il y a une forme de précipitation pour une loi qui est ambitieuse, qui est nécessaire, qui va se faire un peu à la va-vite. Ça nécessite aussi concertation, c'est-à-dire qu'il y a des propositions d'anticorps, par exemple, à étudier, qui peuvent très bien être réincorporées dans cette loi. Et puis, je pense que l'annoncer un peu de but en blanc, c'était un principe de communication, évidemment, plus que c'est de l'effet de rapidité. Et je pense que ce qui exaspère les Français, c'est plutôt l'absence de résultats. Alors les résultats, on ne peut pas en avoir immédiatement, et c'était plutôt cette petite musique-là qu'il fallait installer. Oui, parce que ce n'est pas nous qui avons fixé, encore une fois, la date, et sur ce timing qui a été fixé par
La République En Marche par Emmanuel Macron. Forcément, après, on est un peu déstabilisé quand il nous annonce que non, ça ne se fera pas. D'ailleurs, les adversaires de La République En Marche ne se privent pas de le souligner. L'erreur a été de fixer le timing de façon... Je vous donne la parole juste après Jean-Luc Mélenchon, Alberto Toscano. Quel honneur. Tant que cet homme sera là, il sera un discrédit pour tout le gouvernement. Donc les Français voient qu'entre ce qu'avait dit M. Macron et ce qu'il fait, il y a déjà un océan. Et en effet, M. Macron est assez largement une illusion. Et plus vite elle sera dégonflée par les faits, mieux nous nous porterons. Puisque M. le Premier ministre a dit, puisque M. le Président de la République a dit que c'est le peuple qui sera le juge, alors je dis chiche, donnez au peuple le droit de révoquer les élus. Et vous verrez qu'il ne se trompera pas trop. Plus globalement, il est pris à sa propre com, là, Emmanuel Macron, Alberto Toscano, vous pensez ? Emmanuel Macron a voulu donner l'impression juste, souhaitée par le peuple, de passer de la vieille à la nouvelle politique. Oui. Mais il a basé, pour l'instant, cette impression sur des phénomènes de communication qui sont nécessaires, justes, opportuns, tout ce qu'on veut, mais qui c'est quand même de la communication. On ne peut pas privilégier à ce point-là la communication. Le passage de la vieille à la nouvelle politique va au-delà de la communication, et même ce petit couac de fixer une date et d'être forcé de la changer est une conséquence de cette angoisse de communiquer. Alors la communication est sacro-sainte, encore faut-il ne pas abuser, ne pas tout basé seulement sur la com. Jackie Isabello. Ils sont en train, à nouveau, de polluer cette fameuse baignoire. Regardez, mais j'y reviens à ma baignoire parce que l'affaire Ferrand, qu'est-ce que ça infuse ? C'est-à-dire la suspicion crée un phénomène qui est extrêmement connu en sociologie des médias qui s'appelle la synchronicité. La synchronicité, ça veut dire que vous associez deux faits qui sont indépendants l'un de l'autre et que vous créez une règle. La synchronicité, c'est la base pour faire la théorie du complot. Donc on additionne deux choses qui n'ont rien à voir et on crée une règle. Quelqu'un qui a fait du cabinet, ce qui est mon cas, vous dira, quand on dépose un projet de loi, ça passe au Conseil d'État, on fait impérativement ce qui s'appelle une étude d'impact et ça prend énormément de temps. Donc, le report de ce texte, il est normal. Sauf que, comme il y a suspicion, vous faites de la synchronicité, vous vous dites, attends, tu changes la date, mais de l'autre côté, tu as un gars qui n'est pas net. Évidemment, tout ça est un coup monté. Donc, c'est un des effets collatéraux de l'affaire Ferrand. Et c'est pour ça qu'il fallait réagir beaucoup plus tôt, parce qu'il va y en avoir d'autres. Dès qu'il y aura un peu de suspicion, même si ça n'a rien à voir avec la choucroute, les gens vont faire des associations malheureuses. Et c'est dommage, ça commence à polluer un peu plus la baignoire. Et justement, ça tombe bien quand on dit que la machine se dérègle, on a l'impression qu'elle se dérègle un peu à tous les niveaux. Il y en a un qu'on n'a pas entendu encore, il est en charge de cette fameuse loi qui va être reportée. C'est François Bayrou, mais il a fait parler de lui sur un autre dossier, l'autre affaire, l'affaire Marielle de Sarnez, si tant est qu'on puisse parler d'une affaire, là encore, il y a une enquête préliminaire, rappelons-le. Le compte Twitter du garde des Sceaux a retweeté le communiqué dans lequel la ministre se défend et contre-attaque après les accusations qui la visent. Ça fait beaucoup réagir, mais il n'y a rien de choquant pour Marielle de Sarnez, c'est ce qu'elle disait ce matin. Il n'a pas retweeté ce communiqué, il a retweeté le communiqué que j'ai fait disant que j'avais une assistante disant non mais pas sur la plainte. Vous savez, c'est pas mal d'essayer d'être précis. François Bayrou, c'est aussi un homme public, c'est aussi un homme politique, c'est aussi un citoyen et il a le droit de s'exprimer sur Twitter en tant que tel, comme citoyen et pas comme ministre. Alors, tout autre regard, ça n'a pas beaucoup plu, c'est le moins qu'on puisse dire, à la magistrature. Le syndicat FO Magistrat était tout à l'heure sur LCI. C'est un des premiers, actes de communication du garde des Sceaux. Et il s'inscrit dans une volonté politique affirmée de moralisation de la vie publique. Donc c'est vrai que du coup, tout est scruté avec beaucoup plus d'attention, que n'importe quel autre tweet. Ce tweet, si vous voulez, en soi n'est pas une affaire d'État, mais remis dans ce contexte-là, en effet, affaiblit d'une certaine façon la position du garde des Sceaux, qui doit rester neutre sur l'action de la justice, avec en parallèle l'affaire Ferrand, sur lequel le garde des Sceaux, pour le coup, a été extrêmement, silencieux. Ça apparaît encore plus important et c'est vrai que ça peut choquer. Et en tout cas, ce qui est important pour nous, la justice, c'est que l'on puisse sortir de cette ère du soupçon. Bon, quand ça veut pas, Anne-Claire Ruel. Exactement. Et alors là, on parlait de la fin d'un monde et l'arrivée d'un nouveau monde. On est
à fond dans cette période. Pourquoi les universitaires commencent à se pencher sur la question. Il y a un chapitre très intéressant qui s'appelle « Hybridation des discours institutionnels à l'aune du numérique ». Donc c'est quelque chose écrit par Julien Longuet, j'ai eu la chance de travailler avec lui, qui est professeur des universités à l'université de Cergy, qui explique très bien que Twitter est une zone un peu de non-droit pour les politiques. Il y a une forme de personnalisation du pouvoir, puisqu'ils communiquent en tant que personnalité politique, mais une fois élu, évidemment, il y a un compte institutionnel qui est souvent délaissé pour être une forme de vitrine de l'action du ministère en question. Et là encore, on voit très bien, parce que François Bayrou avait changé l'intitulé, visiblement, de son compte pour enlever ministre... et remettre maire de Pau. Et voilà, remettre maire de Pau, ou tout du moins laisser maire de Pau. On voit très bien qu'il y a un flou artistique aussi à ce niveau-là. Qui prend la parole, à quel moment? On est aussi dans une forme de personnalisation de la vie politique qui rentre aussi par ce prisme-là. Vous voulez dire qu'on devrait entendre une parole plus personnelle, qui ne serait pas celle du ministre, mais qui serait celle de François Bayrou, Pas du tout, justement. Je suis en train de dire qu'il y a une incongruité à avoir justement deux types de discours complètement différents, entre un discours institutionnel et un discours d'un homme politique qui a un passé et qui a forcément un avenir. Il n'y a pas de deux corps du roi. Oui, alors en plus, là, on est vraiment au cœur du nœud du paradoxe. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce combat entre la vieille politique et la nouvelle politique, et au milieu de tout ça, vous avez François Bayrou. Et c'est extrêmement compliqué, parce que François Bayrou, est d'abord la personne qui a négocié avec En Marche en disant « Je vous rejoins à une condition, c'est qu'on fait un texte de moralisation de la vie politique et de la vie publique. » Il porte cette idée depuis des années. Depuis des années, et de la vie publique et politique en France. Premier épisode. Deuxième épisode, il y a des tensions évidentes entre M. Bayrou et M. Ferrand, qui viennent d'où ? Justement de la nomination des candidats à la CNI. C'est-à-dire, rappelez-vous le coup de gueule qu'on a oublié de M. Bayrou, qui un jour dit, en fin de compte, En Marche et le recyclage du Parti Socialiste. Il a dit ça, ne l'oubliez pas. Pourquoi il disait ça ? Parce que la CNI, la Commission nationale des investitures d'En Marche, avait des problèmes pour trouver des candidats MoDem et des bons candidats MoDem. Et j'espère que, quand je dis bon candidat MoDem, vous comprenez ce que veut dire bon candidat MoDem. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, alors je vais l'expliquer très simplement. Susceptible de gagner pour En Marche, c'est ça que vous voulez dire ? Non, susceptible de ne pas avoir des sujets d'affaires sur eux. Bon. Donc, deuxième sujet. Troisième sujet, c'est difficile de basculer dans la nouvelle politique avec un homme qui incarne justement la vieille politique et dans lequel rentre en particulier une personne qui lui est très proche, qui est Madame de Sardès, qui l'a imposé de tout son poids pour qu'elle rentre au gouvernement. Et donc là, c'est de la vieille politique ce qu'il fait quand il like ce communiqué ? Oui, c'est une vieille politique, c'est-à-dire on soutient son soutien, mais on est là véritablement, je le redis, dans ces plaques tectoniques qui frottent, et lorsqu'on est chez M. Bayrou, ça frotte encore plus fort. Moi, je voudrais qu'une chose soit claire. Un assistant parlementaire au Parlement européen, d'un député européen, comment est-ce qu'on peut définir où il termine de travailler pour le Parlement européen, où il commence à travailler pour les députés et pour les partis de ce député ? L'eurodéputé même, le député européen lui-même, il travaille forcément pour le Parlement européen et pour son propre parti. Il est extrêmement compliqué. Oh non, c'est faisable, Alberto. Chaque chef d'entreprise, aujourd'hui, moi, quand je prends ma voiture et que je dis je fais 10 km pour aller chez un client, donc ma société me rembourse au titre de mes activités professionnelles, je le fais très bien. Si je le fais pour emmener mes enfants à la mer, je le prends personnellement et ce sont des règles de comptabilité privée puis alors qui s'imposent à tous les entrepreneurs. Et vous avez une photocopie. Mais mon cher ami, le problème est que le Parlement européen n'est pas une entreprise. Le problème est que faire la politique au Parlement... Oui, c'est de l'argent public. L'argent des Français, il faut bien s'en occuper. Il y a de la comptabilité publique qui sait faire ça aussi. Mais bien sûr. Mais un député européen qui travaille pour son parti, travaille pour l'instrument démocratique qu'il a amené au Parlement européen. Il y a une symbiose totale, chose qui n'est pas vraie pour l'intérêt privé à l'intérieur d'une entreprise. Donc, au Parlement européen, le discours des députés, des assistants de députés doit être interprété à la lumière d'une situation qui est forcément
particulière et complexe. Et ça vaut pour tous les peuples. Mais vous avez raison, tous les deux. Tous les deux, vous avez raison. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de dire... C'est une vision macroniste. C'est d'expliquer en même temps. Ouais, vous avez raison, en même temps. Non, ce qui est important, c'est que notre rôle, c'est d'expliquer la complexité des choses et pas de faire haro sur le baudet. Et de la même façon, je pense que toi, tu écris l'avenir, et qui doit être l'avenir, par exemple, des indemnités parlementaires. Les indemnités parlementaires, bien évidemment, il faut des notes de frais qui soient justifiées. On ne peut pas continuer comme cela. On continuera à parler de la complexité des choses et à essayer de les rendre plus claires, même si elles restent complexes. Merci beaucoup à vous quatre, c'est ce que vous avez fait ce matin. C'était un plaisir de vous avoir sur la Médiasphère. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal.